Auchan, des contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant, Auchan. À Octave Mirbeau. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas. Et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse. Et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Vallin, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures, le matin, puis à midi, puis à 6 heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par rang d'âge, devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: Oh, regarde, Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière? L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit. Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres, et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait, patiemment, dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença: Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua: Nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions. Voulez-vous? Vous voulez nous prendre Charlot? Ah ben non, pour sûr.
Alors monsieur Dubière intervint. Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs, qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris? La fermière s'était levée, toute furieuse. Vous voulez que je vous vendions Charlot? Ah, mais non! C'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça! Ah, mais non! Ce serait abomination! L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer, et, se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. Ils ne veulent pas, Henri. Ils ne veulent pas. Alors ils firent une dernière tentative. Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... La paysanne exaspérée lui coupa la parole. C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et pis, que je vous revois point par ici. C'est-y permis de vouloir prendre un éfant comme ça? Alors madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits, et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée, qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous? Le père Tuvache répondit. Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Vallin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuce. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda. Qu'est-ce que t'en dis, l'homme? Il prononça d'un ton sentencieux. J'dis que c'est point méprisable. Alors madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. C'te rente de 1200 francs, ce sera promis devant le notaire? Monsieur Dubière répondit. Mais certainement, dès demain. La fermière, qui méditait, reprit. 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques ans, Stéphan. Il nous faut 120 francs. Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les Tuvache sur leur porte le regardaient partir muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Vallin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois, elle prenait en ses bras son Charlot avec ostentation, lui criant, comme s'il eût compris. Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon p'tio. Je vends pas m'zé enfant, mais j'sieux pas riche, mais vends pas m'zé enfant. Et, pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant